L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et le gouvernement n'a donc pas été renversé cet après-midi. La motion de censure déposée par la droite et le centre n'ayant pas obtenu la majorité requise. On avait besoin de 288 votes. Cette motion de censure, on n'en a obtenu que 246. Bon, il y avait assez peu de surprises, évidemment. Tout était cousu d'avance. En revanche, bien dans la rue, dans certaines entreprises, est-ce qu'on ne commence pas à préparer la riposte à ce fameux 49.3 qui a permis donc d'adopter en première lecture par les députés la loi travail de Myriam El Khomri, comme la motion de censure n'a pas été votée. Oui, c'est la question qu'on va se poser dans un instant. On va vous expliquer ça avec François-Michel Marty, président fondateur de son institut de sondage et d'opinion Via Voice. Avec nous également Stéphanie Lecoq-Matedi, directrice des études à l'Institut supérieur du travail. Et puis l'avocat Franck Morel du cabinet Barthélémy, qui vous propose avec Bertrand Martineau donc un autre droit du travail est possible, libéré, organisé, protégé. C'est sorti la semaine dernière. Alors, 2 jours après l'adoption de la loi travail, grâce au 49.3, je vous le disais, donc 5e journée de manifestation, donc cet après-midi à Paris et puis dans des grandes villes de France. Et certains rêvent de passer à la vitesse supérieure. C'est ce que nous explique Clotilde Hazard. 2 heures avant le débat sur la motion de censure, alors que le cortège parisien s'ébranlait dans la rue, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, était très clair et lançait cet appel. Le gouvernement a choisi de procéder à 49.3, mais c'est ce que nous vivons au niveau des organisations syndicales. C'est un refus de discuter, un refus de dialoguer. Donc nous avons appelé, mais ça fait maintenant plusieurs jours, à ce que les salariés amplifient le mouvement. Grève générale ou pas, différents secteurs de métiers se mobilisent en même temps. Les cheminots d'abord se lancent dans une grève reconductible tous les mercredis et jeudis. D'autres suivent le mouvement, comme les dockers et les chauffeurs routiers, prêts à mener des actions dès le 16 mai. Ils pourraient être rejoints par les salariés des aéroports de Paris et d'Air France, ainsi que ceux de l'énergie et de la chimie. Même si les raisons diffèrent, tous redoutent les effets de la loi travail sur leur profession, notamment les chauffeurs routiers que défend Patrice Clos, secrétaire général FO des transports et logistique. Si demain vous avez un mandaté ou un délégué syndical qui signe un accord dans une entreprise pour les heures supplémentaires à 10%, l'impact sera immédiat sur le bulletin de paie des salariés, puisque ça sera une perte qu'on estime entre 200 et 200-300 euros par an pour les zones courtes, à plus de 2000 euros par an pour les zones longues. Donc c'est un impact très important. Les fédérations des transports, FO et CGT menacent d'élargir le mouvement au transport collectif, en particulier dans les villes qui accueilleront les rencontres de l'Euro de football à partir du 10 juin. Blocage des routes et des livraisons, non-ramassage des déchets dans les villes. L'idée est de faire pression sur le gouvernement, alors que le Sénat examinera le texte en 2e lecture à partir du 14 juin. Explication de Clotilde Hazard. Stéphanie Lecoq-Matedi, donc on a entendu Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, qui veut apparemment amplifier le mouvement. Il disait également qu'il y a besoin de passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que traduisent tous ces appels à la grève dont nous parlait tout de suite Clotilde Hazard? Alors il y a plusieurs explications, il faut pas confondre. Il y a 2 mouvements de grève. Il y a un mouvement de grève qui est tactique, effectivement, sur cette loi El Khomri. On conserve notre idée jusqu'au boutiste de faire céder le gouvernement et d'abandonner le projet. C'est plutôt mal parti et là ça va être clairement enterré. Ceci dit, il y a une lecture qui va se faire devant le Sénat et ça va revenir, le dernier mot arrivant à l'Assemblée nationale, ça vaut le coup de se battre encore. Donc ça c'est l'aspect tactique. La CGT décide d'aller jusqu'au boutiste pour dire on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, le dialogue social n'existe plus, on est dans un climat politique et national très anxiogène. Et puis après, il y a plutôt un aspect qui est complètement différent et qui est porté par les dockers et la SNCF, qui est l'aspect inquiétude. Inquiétude pourquoi? Parce que les transports rentrent dans un monde concurrentiel, alors qu'ils étaient portés par des entreprises publiques à statut, qui avaient un statut extrêmement protecteur. Et là, on a l'esprit conservateur
qui va dire, bon ben voilà, nous on veut garder, nous cheminots, nous dockers, on veut garder les avantages pour lesquels on a agi pendant des années pour les avoir. Donc, et ça, c'est pas la loi travail. Hein. C'est pas la loi travail. Donc il y a vraiment l'aspect tactique, ça c'est la loi travail, et il y a l'aspect inquiétude qui est porté. Donc il ne faut pas confondre les mouvements de grève. Ouais, François Miquet-Marty, quel est l'avenir de tous ces mouvements? Est-ce qu'à un moment ils vont faire la jonction, ils vont se réunir pour faire quelque chose de beaucoup plus gros? Ça concerne quand même beaucoup les entreprises publiques. Hein. On a cité donc ADP, on a cité Air France, on a cité les ports, on a cité la SNCF. Oui, c'est la grande question. Je crois qu'on est aujourd'hui très clairement sur une logique de radicalisation qui peut durer longtemps. Pour de multiples raisons. Alors il y a les raisons effectivement que vous avez invoquées qui sont les raisons officielles de combativité. Ensuite on a des raisons qui sont propres au mouvement syndical. On a une CFDT qui a été déçue par la capacité à lutter en 2010. On a des radicaux à la CFDT. La CGT se radicalise, qui permet de fédérer aussi son mouvement. Donc, et puis on a des insatisfactions générales bien évidemment économiques et sociales. La question c'est est-ce que ça peut se transformer en embrasement? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les mouvements d'embrasement qu'on a connus, 1789, 1848, 1968, étaient portés d'une part par un espoir. C'est-à-dire au fond, on descend dans la rue, tous ensemble, mais demain va être meilleur qu'aujourd'hui. En 2016, la plupart des gens qui pourraient descendre dans la rue ne pensent pas que demain puisse être meilleur qu'aujourd'hui. Et le deuxième élément qui est quand même très important, c'est l'aspiration totalement paradoxale à de l'autorité. C'est-à-dire l'une des premières valeurs exprimées, y compris par des sympathisants ou des militants de gauche, sont les notions d'autorité et de respect. Et d'une certaine manière, je crois qu'on peut dire que l'extrême droite constitue une soupape qui évite un embrasement. Au fond, si vous êtes très mécontent, d'ailleurs on le constate dans les enquêtes d'opinion, les plus virulents et les plus contestataires aujourd'hui, ce sont les sympathisants d'extrême droite et pas ceux d'extrême gauche. Donc on a aussi une extrême droite qui fait soupape. Ouais, Franck Morel, auteur d'un autre droit du travail est possible, vous êtes avocat. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que les salariés sont décidés à s'engager dans un mouvement dur, justement, pour reprendre les termes de Philippe Martinez? Je souscris complètement à ce qui vient d'être dit par les deux intervenants précédents. Effectivement, on est dans un processus de radicalisation qui concerne une frange très particulière, effectivement, du monde du travail. Moi, j'ajouterais un autre élément de décryptage de ce qui se passe, qui me paraît essentiel dans cette affaire. C'est un problème de légitimité démocratique à la base. Ce qui a été à l'œuvre dans ce processus, c'est le sentiment de décalage énorme de la part d'une frange de la population entre ce qui avait été promis lors des échéances électorales et puis ce qui est engagé. Et donc un sentiment de trahison de la part d'un certain nombre d'acteurs qui décuple d'une certaine manière la rancœur et la force, l'intensité de ce sentiment. Je crois que c'est ça aussi qui est à l'œuvre, alors qui ne s'arrange pas avec la méthode également et la manière dont a été utilisé le 49.3, parce que je crois que ce qui est particulièrement notable dans le 49.3 de cet après-midi, c'est pas le 49.3 en lui-même. D'avant-hier, et cet après-midi, d'avant-hier, effectivement, et de la bonne censure qui en suit. C'est pas le 49.3 lui-même, c'est le fait qu'il a été dégainé dès l'article 1. Ouais. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de précédents où le 49.3 qui a été utilisé, je crois, 28 fois sous Michel Rocard parce qu'il y avait une majorité relative et donc il y avait des circonstances, par exemple, très particulières, où le 49.3 a été utilisé dès le début du texte, parce qu'effectivement il y avait une crainte par rapport à des amendements, à des votes d'amendements qui allaient dénaturer, dénaturer le texte, et donc dès le début quasiment, alors que l'article 1 traitait de la commission de réécriture du Code du travail, cette procédure a été dégainée. Donc je crois qu'il y a véritablement des motifs d'inquiétude, non pas sur le sort, à mon avis, du texte, parce qu'effectivement, je pense que le texte ira jusqu'au bout. Enfin, ce qui reste du texte, on en dira quelques mots. Ce qui reste du texte ira jusqu'au bout, mais en réalité sur tout ce qui est induit par la radicalisation, c'est-à-dire des risques de conflits, des risques d'affrontements, des risques même sur la santé des gens qui ne sont pas neutres. Stéphanie Lecoq-Matedi. Enfin, à un moment, il faut dire aussi, comme l'a dit effectivement Manuel Valls, c'est qu'à un moment, il faut quand même être un peu efficace. C'est-à-dire que les débats se sont tellement faits dans la rue par des contestataires, par aussi bien contestataires, organisations patronales, organisations syndicales et organisations étudiantes, qu'à un moment, il a fallu dégainer ce 49.3, utiliser les mécanismes constitutionnels qui sont là pour ça, pour effectivement débloquer une situation avec 5000 amendements. Et d'ailleurs, dans le projet de loi qui sera examiné, on en a retenu quand même encore 500. Donc il faut qu'il reste quelque chose à ce projet de loi. Il fallait donc passer par là. Le thème,
attentat démocratique, comme on a pu entendre, ça et là, François Mickey Marty, après l'usage du 49.3 par le gouvernement, par Manuel Valls avant-hier, suivi en effet d'une motion de censure qui n'a pas été votée. Est-ce que ça prend, franchement? Oui, je crois que c'est pas anodin. Ouais. Alors effectivement, c'est lorsque vous lisez les communiqués de presse de Nuit debout, c'est l'un des principaux éléments qui mettent en avant un déni de démocratie, une insulte au peuple. Ouais. Bon. C'est quelque chose qui peut faire écho aux mobilisations et aux indignations portées par une partie de la CGT. C'est quelque chose qui fait écho à un sentiment ancien et qui croît depuis plusieurs années, selon lequel le peuple est oublié. Voilà, j'avais travaillé là-dessus il y a quelques années. On a déjà, il y a 5 ans, 50% des Français, 50% qui considéraient qu'ils appartenaient à un peuple oublié par la démocratie. Donc c'est ce phénomène-là qui s'amplifie. S'il y a un élément de coagulation entre tous ces phénomènes-là, c'est bien celui d'un peuple négligé, voire méprisé par des élites. Oui, mais justement, Franck Morel, pour reprendre, je vous reposais la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce que, en effet, les salariés pourraient s'engager dans un mouvement plus dur? C'est quoi la réalité vraiment dans les entreprises? Là, je ne parle pas de la SNCF, je ne parle pas d'Air France, je ne parle pas d'Aéroports de Paris, je ne parle pas des transports urbains, tous les sujets, toutes les entreprises où il y a des risques de grève, donc à venir d'ici un mois, d'ici le 14 juin, quand le Sénat va s'emparer du texte. Mais ailleurs, justement, le climat social, il est comment? Bon, mauvais ou pas? Le climat social, il est pas particulièrement meilleur ou plus mauvais qu'il ne l'a été au cours des années précédentes. Je ne crois pas qu'il y ait d'éléments de coagulation particuliers dans les entreprises en général. Même, on pourrait même citer des chiffres à l'inverse qui montrent que par exemple 80% les syndicats les moins signataires d'accords collectifs dans les entreprises en signent 80%. Donc c'est quelque chose qui existe, qui est une réalité. Non, le point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a aussi, comme c'est le cas souvent dans beaucoup de conflits collectifs, une bonne dose d'irrationnel qui est à l'œuvre. J'en veux pour preuve un élément qui est assez marquant, c'est que au tout début de ce processus, lorsqu'on interrogeait les Français, mesure par mesure, sur un certain nombre de dispositions qui pouvaient être modifiées dans le Code du travail, ils avaient un avis qui était plutôt favorable, plutôt bienveillant par rapport aux différentes mesures qui étaient proposées. Après, quand on leur pose la même question sur les mêmes mesures dans le contexte que l'on connaît, l'avis est devenu défavorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas l'avis par rapport à la mesure en tant que telle qui est exprimée, mais derrière ça, c'est l'avis par rapport à la méthode, par rapport à la manière dont les choses se sont produites. Oui, François. Oui, je crois que c'est un point effectivement très important. On voit apparaître des éléments de mythologie dans le discours. Les discours qui sont utilisés, si vous lisez aussi les communiqués de presse de la CGT, j'ai tout lu, on voit une référence à un retour au 19e siècle. Alors on ne sait pas exactement de quoi on parle. C'est-à-dire si on retourne aujourd'hui au 19e siècle, on peut tout dire d'une certaine manière. C'est Zola, j'imagine. C'est Zola. Ouais. Enfin, la réalité est quand même un peu différente de Zola, malgré tout. Mais néanmoins, c'est important parce que on est sur la recherche au fond d'un imaginaire de quelque chose qui fasse sens. Voilà. Et aujourd'hui, on a, alors effectivement, c'est en partie déraisonnable, c'est excessif, etc. Mais ça fait sens. Alors, si vous vous souvenez de Karl Marx, il disait qu'en 1848, la révolution de 1848, elle a été en fait portée par des mouvements à l'origine extrêmement différents. C'est un peu ce qu'on a là. Et puis tout d'un coup, il y a une sorte d'imaginaire commun qui s'enflamme. Voilà, on n'y est pas tout à fait. Hein, il y a encore une marge, mais on a là quand même des fondamentaux qui font écho à ça. Stéphanie Lecoq-Mathieu dit juste un mot. Hein, il y a eu encore une journée de mobilisation, la 5e donc depuis le mois de mars, hein, depuis en 2 mois. Donc il y a eu du monde dans les rues, Marseille, Lyon, Montpellier, Pau, Nantes, la gare saccagée par des casseurs. Paris, 12 000 manifestants selon la police, 50 000 selon la CGT. Ce mouvement, il y a du monde ou pas dans les rues, franchement? Alors, le mouvement commence à diminuer. Le problème, c'est que le mouvement devient de plus en plus violent. Ouais. Et que du coup, il va y avoir une intervention des forces de l'ordre qui sera musclée, comme on a pu le voir lors du 1er mai, et qui sera normale et légitimée par les salariés. Parce qu'à un moment, cette violence, elle n'a plus lieu d'être. De toute façon, ça avance. Et encore une fois, même si le climat est anxiogène dans les entreprises, ça va bien. Dans les entreprises, ça signe. Il y a 2 fois moins de conflits qu'il y a 12 ans. Oui. En revanche, dans les transports, il y a 5 fois plus de conflits. Et on a 10% d'adhérents à des organisations syndicales, CGT est pas mal, et Sud, donc des organisations syndicales dures. Et là, effectivement, le conflit, il va surtout se focaliser dans le monde des transports qui veulent vraiment conserver leur statut et qui ont du mal à se dire qu'il faut rentrer dans un monde concurrentiel. Notamment donc dans les villes qui organiseront l'euro, dans les transports urbains. Oui, ils vont en profiter. C'est clair que ça va être un effet levier intéressant. Alors, la motion de censure, je vous le disais, donc cet après-midi, eh bien,
n'a pas été voté, oui. Surtout que depuis qu'hier, on savait que bien la gauche avait échoué à mobiliser donc autour d'une motion de censure de gauche à 2 voix près. Donc 246 voix pour la motion de censure déposée par la droite et par le centre. Il en fallait 288. Et c'est Christian Jacob, président du groupe Les Républicains, qui est venu porter le fer contre Manuel Valls. Depuis plusieurs semaines, vous laissez prospérer des mouvements anarchistes, violents, qui ont occupé l'espace public, et vous refusez aux députés de la nation, aux élus du peuple, le vote et même plus incompréhensible, même la discussion. Au fond, Monsieur le Premier ministre, ce qu'on ne peut pas vous pardonner, c'est de tolérer la chienlit place de la République et d'interdire le débat ici à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça va laisser comme trace, François Mickey-Marty, donc, le fait que la gauche n'a pas réussi à mobiliser autour d'une motion de censure hier, 56 voix, il en fallait 58. La motion de censure cet après-midi donc a échoué, c'était prévisible, bien entendu. Manuel Valls, il parlait cet après-midi de démarche aventureuse en parlant des frondeurs de la gauche, de nécessité de clarification. Vous êtes dans une impasse, lançait-il aux frondeurs. C'est quoi la suite? Oui, on voit une gauche, des gauches plus exactement, dont les identités et les oppositions s'amplifient, le clivage s'amplifie. Ça augure très mal de la préparation de la présidentielle pour la gauche de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quel que soit le candidat, où il va falloir fédérer tout ce beau monde. Et aujourd'hui, on voit, l'histoire de l'identité des gauches est très ancienne, et puis ce travail de manière forte à chaque événement comme celui-ci. Aujourd'hui, on est sur des points quasiment de rupture. Donc, il faut un candidat, il va falloir un candidat pour la gauche qui soit en mesure de fédérer tout ça. On ne le trouve pas spontanément. Donc il y a un impact tout au moins politique qui est catastrophique en termes purement électoraux dans la perspective de la présidentielle de 2017. Alors, avec François Hollande, on ne sait pas s'il sera candidat ou pas donc à sa succession. Il est intervenu ce matin, il était au Mureau dans l'entreprise Gorgé, il fait beaucoup de déplacements, vous le savez, le président de la République qui officiellement n'est pas candidat à l'élection de 2017, il est venu défendre donc son projet de loi travail, un texte de progrès. Il a voulu se montrer rassurant, vous savez, sur le fameux article 2, donc, qui pourrait donner la primauté aux accords d'entreprise sur les accords de branche. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait pour les salariés la garantie que la loi s'appliquera et qu'il n'y aura pas de mise en cause des principes fondamentaux du droit du travail. Ce serait inacceptable, et d'ailleurs, les syndicats signataires de ces accords ne l'accepterait jamais. Oui, Franck Morel, quelle garantie apporter justement à ces salariés, garanties dont parle le président de la République? Les garanties, c'est les garanties de la négociation collective. Si vous me permettez, je voudrais dire 2 mots sur le contenu de la loi et sur effectivement la disproportion énorme entre la perception qu'on peut avoir de ce contenu et la réalité de ce contenu. Moi, j'ai en mémoire, puisqu'on est dans les citations, j'ai en mémoire une phrase de Churchill à propos de Munich qui disait ils avaient le choix entre le déshonneur et la guerre, ils ont choisi le déshonneur. Ils ont eu la guerre. 1938, donc cette rencontre avec Hitler et puis Daladier. Voilà. On est un petit peu dans cette situation du déshonneur et de la guerre, c'est-à-dire dans la situation où on avait le choix entre un texte vigoureux et le 49.3, ou un texte affadi et pas de 49.3, et où on a un texte affadi et le 49.3. On a effectivement apporté un certain nombre d'atténuations à ces dispositions qui font qu'à l'arrivée, il n'y a plus grand-chose sur le fameux article 2 qui traite de la primauté donnée aux accords d'entreprise. Mais cette primauté donnée aux accords d'entreprise en matière de temps de travail, elle date pour l'essentiel de la loi de 2008. 90% des dispositions qui sont dans cet article 2 sont la reprise à l'identique de la loi de 2008. Quelles sont les différences? Les fameux 10%. Ok, ça c'est une différence. Mais réduire la majoration de 25% à 10%. Il y a d'autres moyens de réduire le coût des heures supplémentaires qui existent depuis des lustres. Exemple, le calcul sur une période plus longue du temps de travail, possible directement, sans accord collectif, depuis de nombreuses années, sur 4 semaines. Possible avec un accord collectif sur l'année depuis au moins les années 80. Tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui existe, qui est possible. Alors, qu'apporte ce nouveau texte? Sans doute le fait d'être une pierre de plus dans cette évolution qui tend à donner plus d'espace à la négociation collective, mais dans la douleur.
Ça peut rassurer les propos de François Hollande, où là ça ne passe pas du tout, ça ne convainc pas du tout les récalcitrants, ceux qui préparent cette riposte au 49.3. Stéphanie Lecoq-Matody. Ce qui est important, c'est que si effectivement il n'y a pas de force de gauche l'année prochaine et qu'on passe à droite, le dialogue social va être très peu entendu. Ce qui fait que finalement, pour l'instant, la loi prévoit et continue la route de la négociation d'entreprise. Il y a quand même 35 000 accords à peu près de signés chaque année, donc ça évolue. Avec des organisations syndicales, tout le monde signe, 84% à la CGT, jusqu'à 94% pour la CFDT. Donc ça signe, ça va, ça roule, et il faut faire peut-être progresser cette négociation d'entreprise. Ça c'est clair. Et c'était l'objet initial de la loi qui finalement a été quelque part perdu et qui sera retrouvé sans doute par la droite, et d'une façon plus violente. François-Michel Marty, du temps perdu pour tout le monde? Oui, moi je partage pas tout à fait ces opinions-là. Il y a quand même deux éléments qui restent et qui me semblent importants. Il y a la définition des conditions du licenciement, sans qu'une entreprise nécessairement perde de l'argent, mais simplement avec une baisse de chiffre d'affaires sur un trimestre. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Et le deuxième élément, c'est la possibilité de référendum, de vote au sein des entreprises. Il me semble que dans un certain nombre d'entreprises où ça se passe bien, dans des PME un peu importantes, ça peut avoir du sens. Voilà. Eh bien, merci à tous les trois. Merci, on y reviendra, on en reparlera, bien entendu. Donc, je rappelle, Franck Morel, co-signataire avec Bertrand Martineau, co-auteur de ce livre, Un autre droit du travail est possible, libéré, organisé, protégé. Vous avez un quasi long week-end, parce que certains vont travailler le lundi de Pentecôte, d'autres pas, enfin, c'est toujours un petit peu bizarre ce qui se passe depuis 12 ans maintenant. François-Michel Marty, à la tête de son institut de sondage et d'opinion via Voice, et puis Stéphanie Lecoq-Matody, directrice des études à l'Institut supérieur du travail. Rediffusion tout à l'heure à 23h, toute l'émission, aussi bien Hyperloop de Elon Musk, un premier essai réussi donc la nuit dernière dans le désert du Nevada, tout près de Las Vegas, c'était passionnant, et puis l'actualité politico-sociale, donc avec nos trois amis tout à l'heure, 23h à la télé et à la radio. Bonne soirée à tous, bonne nuit, je vous retrouverai samedi matin à 8h à la radio sur BFM Business pour Good Morning Weekend, toute l'actu internationale. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.